Professeur Didier Raoult, que pouvez-vous nous dire sur l'efficacité du vaccin, notamment face aux variants Omicron? On voit bien, le premier travail complet publié sur Omicron, avec les deux formes qui existent maintenant du Omicron, celui qu'on appelle le B1 et le B2, a été publié par les gens au Danemark. Et donc, ils ont rapporté que 96,7% des gens qui avaient fait Omicron avaient été vaccinés. Donc, ce qui explique très certainement que le Danemark a décidé d'arrêter toute politique vaccinale. Quand même, donc ça marche pas très bien. La deuxième chose, c'est que je dis ce vaccin, on court en avant. Au début, c'était de dire, écoutez, on va éradiquer la maladie. Je reviens dessus, c'est impossible d'éradiquer cette maladie pour une bonne raison, c'est que c'est une zoonose, c'est-à-dire c'est une maladie des animaux qui donne des épizooties, c'est-à-dire des épidémies chez les animaux, et que sauf à vacciner tous les animaux, non seulement en élevage, mais les animaux sauvages, on ne voit pas comment on peut éliminer ce virus, c'est pas possible. Donc la troisième chose, c'est que dans les épidémies que les humains ont connues jusqu'à maintenant, au fur et à mesure, de développement des nouveaux variants, ces nouveaux variants sont plus contagieux et moins dangereux. C'est ce qui se passe. Au fur et à mesure, on voit à la fois la dangerosité de ce virus qui diminue pour devenir très faible et sa contagiosité qui est, avec l'Omicron, extrêmement importante. Donc on peut pas, et on n'a pas pu limiter l'épidémie. Après, il y avait un épisode dans lequel on disait non, les formes sont moins symptomatiques. Il y a pas, personne n'a confirmé vraiment que les formes d'infection après vaccination étaient moins symptomatiques, qu'elles étaient moins contagieuses, ce qui n'est pas vrai non plus. Nous, ce qu'on mesure en termes de charge virale, c'est-à-dire de risque de contagion, ça dépend des variants. Il y a des variants qui semblent au contraire accélérés par la vaccination et d'autres qui sont un peu plus bas. Donc on peut pas, c'est pas une généralité de dire que c'est moins contagieux. Et donc reste l'analyse de est-ce que c'est plus grave, est-ce que c'est moins grave quand on est vacciné. Nous, les données préliminaires montraient qu'il y avait un effet de protection sur la gravité. Toutefois, pour avoir un effet clair, compte tenu du fait que en réanimation, parfois les gens restent un mois en réanimation avant de mourir, la mortalité réelle ne peut être donnée variant par variant et patient par patient qu'au moins un mois après l'épisode épidémique. Donc on verra. Il est possible que c'est joué un rôle. Pour ce qui est d'Omicron, on vient de terminer là. On a publié le premier travail français sur Omicron cliniquement. On est en train de travailler sur le B2, pour lequel il y a eu actuellement en tout 3 morts qui avaient tous les 3 reçu 3 doses vaccinales, mais qui avaient 99, 98 et 80 ans et des poussières. Donc c'est les gens dont je vous reparlerai qui, malheureusement, on a l'habitude de voir mourir souvent à l'occasion d'une infection respiratoire ou à l'occasion d'une gastroentérite, parce que l'organisme est usé à cet âge-là et que ces infections saisonnières souvent sont la cause d'un déséquilibre qui n'est pas rattrapé. Mais globalement, on ne peut pas dire qu'on soit impressionné par, ni nous, ni personne d'ailleurs, par la mortalité ou la sévérité d'Omicron comparée à n'importe quelle infection virale respiratoire. Donc c'est une question. Ensuite, sur le vaccin lui-même, ce qui est intéressant, c'est que même les Danois, en qui j'ai confiance sur leur travail, se sont laissés imposer un biais qui est très intéressant, qui est de ne pas rapporter les infections qui surviennent juste après les injections vaccinales. Alors ça, c'est très intéressant. Nous, quand on a regardé les premiers cas chez les vaccins, on a tout de suite été frappé par la proportion importante de gens qui faisaient une infection juste après la vaccination, dans les 15 jours qui suivent la vaccination. Et on est frappé de voir que aussi bien les premiers rapports de Pfizer que tous les gens qui ont suivi depuis considèrent que
il ne faut pas tenir compte des 15 jours qui suivent l'injection vaccinale. Ce qui n'a pas de sens. C'est-à-dire, c'est présumer que les cas que l'on observe juste après l'injection, c'est avoir l'hypothèse qu'ils n'ont rien à voir avec l'injection. Ce qui n'est pas nécessairement raisonnable parce que, encore une fois, on sait pour de multiples maladies virales qu'il y a des anticorps facilitants et il y a plein de rapports anecdotiques de gens qui ont fait des infections virales après vaccination et que c'est quelque chose qui justifie scientifiquement d'être évalué. Encore une fois, la science et la politique, le journalisme, c'est des choses très différentes, ça n'a rien à voir. Mais ce qui était intéressant, c'est de savoir, alors nous, au moment où on était en train de rapporter ça, on râlait parce que c'est une compétition, la science, hein, on a été scoopés, c'est les gens qui ont publié ça avant nous, dans New England, des Californiens, qui ont dit, écoutez, regardez, dans les 15 jours qui suivent l'infection, je l'ai déjà dit plusieurs fois, on a plein de cas, et puis après, ils ont fait une deuxième étude publiée en New England en disant, après, au bout de 15 jours, ça s'arrête. Donc c'est là qu'il y en a le moins. Donc c'est ce qu'on utilise c'est ce qu'on a utilisé pour évaluer le vaccin. C'est la période où il y a le moins d'infections. C'est-à-dire entre 15 jours, 3 semaines et 4 mois. Et après 4 mois, ça remonte parce que, en réalité, en particulier chez les sujets âgés, l'immunité ne dure pas très longtemps. Donc si vous prenez cette fenêtre, vous avez une vision différente de l'efficacité vaccinale que si vous dites, je regarde tout. Ouais. Et alors c'est intéressant parce que c'est intéressant de savoir comment le vaccin a été présenté comme on ne tient compte des infections qu'après 15 jours. Alors c'est intéressant parce que la Cour du Texas a exigé de l'FDA qui ne voulait pas les données. Les données de Pfizer étaient supposées ne pas être divulguées avant 50 ans. D'accord ? Comme chez nous avec le secret défense, mais peut-être que là aussi il y aura peut-être une cour, des députés qui demanderont à avoir toutes les données avant. Et donc, quand ils ont sorti ces données, qui est ce rapport que l'on m'a adressé, eh bien, on voit qu'en réalité, les accidents les plus fréquents, rapportés donc en janvier 2021, sont les infections par le Covid post-vaccinales. Et que la médiane, alors les gens ont rapporté ça, c'est ce qu'il y avait de plus facile à rapporter parce que c'était ce qu'il y a de plus inattendu pour les gens. Si vous êtes vacciné, vous faites un Covid, vous dites, attendez, c'est pas normal. Donc ça, c'était rapporté. Il y a d'autres manifestations que moi, je ne sais pas évaluer, comme, je sais pas quoi, les accidents vasculaires cérébraux, les infarctus du myocarde, ça, je sais pas l'évaluer parce que, comme ce sont des choses qui sont relativement courantes, je ne sais pas évaluer leur fréquence parce que il y a un biais dans la manière dont on le rapporte, dont les médecins le rapportent, dont la pharmacovigilance le rapporte. Ce qui est très rapporté, à mon sens, en excès, ce sont les manifestations neurologiques que depuis 100 ans, on essaie de lier à la vaccination, que ce soit les syndromes de Guillain-Barré ou la sclérose en plaques ou les paralysies faciales. Parce que le début des vaccins a été marqué par les accidents neurologiques. Donc quand il y a un accident neurologique après un vaccin, l'idée que il y a un lien de causalité est une idée très commune. Je ne sais pas si c'est vrai, pour l'instant on n'a pas d'éléments très puissants pour montrer que dans ce vaccin il y a plus ça qu'autre chose. Donc ça c'est rapporté, et ce qui est rapporté bien entendu c'est l'échec vaccinal. C'est-à-dire si vous faites la maladie, alors vous venez de vous faire vacciner, vous le dites. Et donc il y en a eu beaucoup, il y en a eu 3000 cas qui ont été déjà en février 2021, 3000 cas qui ont été rapportés, et là-dedans, il y a eu 136 morts. À l'époque où ils rapportaient, il y en avait 540 dont on ne savait pas s'ils allaient mourir ou non, ou pas mourir, ils n'étaient pas guéris. Il y en avait 550 de guéris, il y en avait 9 qui avaient des séquelles, et il y en avait 2000 dont on ne savait pas ce qu'ils étaient devenus. D'accord ? Donc c'était un problème. Et donc la médiane de ça, il y avait des gens qui rapportaient ça 2 mois après, non, c'est un échec vaccinal, 2 mois après, mais la médiane de ça, c'est-à-dire la moitié de ça, était survenue dans les 5 jours qui avaient suivi l'injection vaccinale. Donc on peut toujours penser que c'est une coïncidence, ou que c'est parce que les gens étaient malades sans le savoir, ou peut-être qu'ils étaient porteurs de quelques virus, ou peut-être qu'ils étaient plus sensibles à l'infection, j'en sais rien, mais on peut pas juste balayer ça d'un revers de main en disant, écoutez, on se fiche de ce qui se passe en termes d'infection par le Covid dans les 15 jours qui suivent les injections. Et depuis qu'effectivement
Nous, on a dit ça, et regardez le nombre de gens qui disent avoir été infectés juste après une injection. Apparaît extrêmement important. Vous verrez la prochaine étude qu'on fait sur la vaccination. Ça reste un point vraiment fréquent d'avoir l'infection juste très peu de temps après avoir eu l'injection vaccinale. Donc c'est une question scientifique qui doit se poser. Voilà. Quant à l'évaluation globale du vaccin, je suis content. Donc vous voyez, je dis devant une télévision, les gens me prenaient pour un... c'est amusant de voir comment on qualifie ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Alors des fois on dit qu'ils sont sceptiques, des fois ils sont complotistes, des fois ils disent... Alors moi j'ai basculé dans le camp des complotistes parce que je ne peux pas dire que l'enthousiasme de Bill Gates sur une stratégie vaccinale dont on voyait depuis un certain temps qu'elle n'atteignait pas ses objectifs entraîner une grande conviction chez moi. Alors, il y a toutes les étapes de la stratégie vaccinale, donc ça m'ennuie. Mais j'ai été content de voir qu'il a fait une déclaration en disant que le vaccin marchait pas quand même, et que avec un peu de chance, c'est Omicron qui allait jouer le rôle du vaccin en faisant une maladie infectieuse très banale avec une très bonne immunité. Et il dit à l'avenir, d'ailleurs on savait très bien que pour la grippe ça marchait pas, et donc à l'avenir il faudra réfléchir sur la mise au point de nouveaux vaccins et faire plus vite. Parce que là, le défi vaccinal est un échec. C'est intéressant d'entendre Bill Gates dire ça, quand même. Donc, on peut dire, oui, que je suis pas toujours en désaccord avec Bill Gates. Quand il dit des choses intelligentes, je suis d'accord avec lui. Il met un peu plus longtemps que nous à le voir, parce que c'est pas son métier. Mais moi, je dirais pas à Bill Gates comment on gagne des milliards. Je sais pas le faire, hein. Mais, en revanche, il peut écouter les gens qui s'occupent d'épidémies depuis une quarantaine d'années pour se poser la question de savoir si un problème comme incroyablement important pour lequel la législation est un peu plus simple, hein, parce que quand vous travaillez sur les animaux, c'est un peu plus simple, comme la bronchite des poules, qui est due à un coronavirus, où les gens se cassent les dents depuis 30 ans à essayer tous les vaccins pour essayer de contrôler ça et qui marche pas. Pourquoi, brutalement, chez l'homme, on arriverait à trouver, alors qu'on n'a pas réussi à trouver pour la grippe? Comment faire? Alors, la grippe, on a un objectif qui est raisonnable, c'est qu'il y ait moins de grippe et moins de grippe sévère, et on sait que c'est compliqué, parce qu'on est dans la même situation. Ceux qui sont les plus sensibles à la grippe sont ceux qui ont aussi la moins bonne réponse immunitaire, c'est compliqué. C'est vrai qu'on aurait pu avoir une stratégie de limitation de la circulation de la grippe qui est, elle, une maladie qui est aussi, les remaniements sont aussi d'origine animale, mais quand elle est épidémique comme ça, qui concerne seulement les humains, en vaccinant plus les enfants, ce que moi je recommande depuis une dizaine d'années, ce qui pour un antivax c'est quand même un peu spécial. Ça fait quand même 10 ans que je dis que ce pays devrait proposer au moins de rembourser la vaccination chez les enfants, parce que ça évite aux enfants d'avoir la grippe et d'infecter leur famille. Donc je suis un antivax à facettes multiples. Vous voyez, je suis contre les vaccins qui marchent pas. Voilà, je suis anti-vax inutile. Voilà. Et je pense que quand on ne réfléchit pas comme ça, c'est qu'on ne réfléchit pas du tout. Alors, c'est plus de la réflexion, c'est de la passion. C'est pas mon domaine non plus. Il y a des gens dont c'est le métier de faire la passion. C'est pas le mien. Voilà. Ni l'argent, ni la passion. Quelles ont été les conséquences de l'épidémie sur la population française ? Alors c'est très intéressant parce que là aussi, hein, tout ce que je vous dis, ce sont des documents. Hein, je suis pas journaliste moi pour raconter des choses qui se confirment pas ou pour insulter les gens. Je fais pas ça moi. Hein. Vous voyez, ça c'est très intéressant. C'est publié par l'INED, hein, c'est l'Institut national de la démographie. Hein, donc c'est des gens très sérieux qui prennent les bases de l'INSEE et ils vous montrent l'évolution de l'espérance de vie. Alors c'est très très intéressant. Vous voyez par exemple, eh bien, l'espérance de vie des femmes en 2021 était de 85,5. Très bien. Donc c'est mieux que 85,2 en 2020, mais c'est pareil qu'en 2019 ou en 2018. Vous voyez, 2019, il y avait un peu plus de... Il y a eu un peu une petite amélioration de l'espérance de vie par rapport à 2018, parce que c'est une époque où c'est un moment où on a eu très peu de grippe, donc mortelle, un peu. Donc vous voyez, si vous regardez, en réalité, ce que l'on voit, c'est que depuis 2011 ou depuis 2014, vous voyez, on était 85,4 et puis on est un peu baissé en 2015, 85,1, moins l'espérance de vie plus basse là qu'en 2020, vous voyez. Donc tout ça, c'est un peu plat en réalité. Et si on remonte sur les 20 dernières années, on dit, oh, ça, on a gagné l'espérance de vie.
Je pense qu'il faut être prudent, c'est très intéressant que l'INED fasse une étude pour savoir quelle est la contribution de la diminution spectaculaire depuis 20 ans des accidents de la route, parce que c'est ça qui modifie le plus significativement l'espérance de vie. D'accord, pouvoir gagner, si vous avez des gens de 20 ans, ou de 15 ans, ou de 30 ans qui meurent dans un accident de la route, eh bien vous avez une diminution de l'espérance de vie beaucoup plus importante que si vous amenez quelqu'un de 95 à 97 ans, vous savez. Donc je sais que on avait fini par être dans un monde dans lequel on croyait que l'espérance de vie allait se prolonger comme ça jusqu'à 120 ans, et que la mort n'existait pas, et que le vieillissement n'existait pas. Mais c'est pas vrai. On continue à vieillir, et puis enfin on meurt tous, hein. Plus ou moins tôt, mais enfin c'est comme ça. Et donc en réalité, on est dans un plateau, et nous on a la chance. Et si vous regardez chez les hommes, vous voyez, 79,4, il faut remonter à ici 2018 ou 2017 pour avoir la même mortalité. Donc il y a eu un petit creux qui s'est passé ici, après une petite bosse qui s'est passée ici. Vous voyez, mais dites, c'est difficile de faire croire qu'il y a eu une espèce de bouleversement démographique extraordinaire. La population n'a pas cessé d'augmenter, hein. Donc c'est énorme, la différence entre l'écho de passer 8 heures par jour l'information sur le Covid et qui meurt, et qui tue, et qui machin et tout. Et on va empêcher de travailler, empêcher de bouffer tous ceux qui obéissent pas et qui font pas ce qu'on leur dit pour cette espèce de désastre-là. C'est quand même disproportionné, moi je trouve, par rapport à la réalité. On va voir, tous les pays sont pas comme ça. Moi je parle de la France, hein. On va voir qu'est-ce qui se passe dans les autres. Alors, et d'ailleurs, nous, on a regardé avec Stéphanie Gentil, qui est remarquable, qui est un professeur de santé publique. Vous voyez, le nombre d'années perdues chez les patients de l'assistance publique de Marseille, pas que ceux de l'IHU, ceux de tout l'assistance publique de Marseille. Vous voyez que le titre, c'est il y a une perte d'années de vie qui est faible sur tout le temps. Sur l'analyse de tous les morts, les gens ont perdu, qui sont morts, hein, ont perdu en moyenne 3 ans d'espérance de vie. Oui. Tous les morts. Est-ce que ils auraient perdu plus ou moins si ça avait été une autre infection virale? Je vous rappelle que pendant ce temps, pour des raisons que je comprends pas, qui sont scientifiquement extrêmement intéressantes, les autres virus n'ont pas circulé pendant ce temps. Donc c'est la raison pour laquelle, sur le plan démographique, vous n'avez pas d'énormes différences. En réalité, il n'y a pas eu de grippe pendant 2 ans. C'est une chose très très étonnante. Il n'y a pas eu de grippe, il y a eu moins de virus respiratoire syncytial qui tue, hein. La semaine dernière, encore 2 cas de mort avec du virus respiratoire syncytial à Marseille. Donc ces autres virus qui n'ont pas circulé ont baissé la mortalité parce que, pour des raisons que je ne comprends pas, il semblait qu'il y avait une espèce d'incompatibilité entre le Covid et les autres virus respiratoires. C'est en train de rechanger avec Omicron, où on commence à voir, pour la première fois, on a eu, ce matin je regardais notre staff, là, il y a eu 2 cas de co-infection grippe et Omicron. Bon, une douzaine de cas de co-infection rhinovirus et Omicron, ce qui n'arrivait pas. On verra ce que ça donne. Mais enfin, en tout cas, la situation épidémiologique a changé il n'y a plus les virus respiratoires. Omicron n'était pas surinfecté par les bactéries habituelles des infections virales respiratoires. Donc il se passait quelque chose de différent, que je ne m'explique pas, mais qui veut dire que le bouleversement démographique qui était redouté ou espéré, je ne sais pas, ne s'est pas produit. Voilà. Et donc c'est intéressant. Et d'ailleurs, donc du coup, quand on regarde, alors qu'est-ce qui se passe? On revient sur Euromomo. Et donc, tout ça, encore une fois, c'est pas moi, hein, vous n'avez qu'à taper Euromomo, Graph, et puis vous trouverez. Bien, on sait bien, le problème majeur, ça a été ce pic-là, qui est extraordinaire, de mortalité, qui est au tout début de l'épidémie, dans les premiers mois de l'épidémie. Et ça, il n'y a que 3 pays, dans les pays de l'OCDE, qui ont eu une catastrophe sanitaire de cette nature-là. C'est la France, l'Angleterre, Londres, et l'Espagne. Alors, en France, nous, on a publié ça, hein, là aussi, on a fait un article avec Audrey Gérogatino sur la différence de traitement et de mortalité, de la létalité, le nombre de morts par cas, en France, avec une carte qui est comme celle-là,
voyez que la plupart de ces morts se sont trouvés à Paris, en Île-de-France et dans le Grand Est. On le sait. Et ça, en pratique, c'est de la désorganisation des soins. Si, quand les gens sont malades, vous leur dites « restez à la maison », il n'y a plus de médecin traitant. Quand vous êtes trop malade, vous appelez le SAMU vous dit « restez à la maison ». Et quand vous êtes en train d'étouffer, vous allez, le premier, ou que vous avez peur, ou que vous êtes inquiet, parce que dans le fait d'être essoufflé, vous savez bien que l'angoisse aussi rend essoufflé. Quand vous êtes malade et que vous ne savez pas ce que vous avez, et que tous les jours on vous parle sans arrêt d'épidémies et de gens qui meurent, les gens se précipitent aux urgences. Les urgences sont complètement saturées puisqu'elles remplacent tous les médecins. D'accord ? Et donc, les urgences explosent. La capacité à trier entre les gens qui sont graves et les gens qui sont pas graves devient de plus en plus complexe. Et donc, vous avez une catastrophe sanitaire. C'est basique. Si vous supprimez la médecine, la prise en charge médicale en dehors des urgences hospitalières, vous avez une catastrophe. Et c'est ce qui s'est passé en disant aux gens, au mieux, vous n'avez qu'à prendre du Doliprane. Donc c'est une vraie spécificité qui s'est passée. Donc il y a un premier élément qui est dans une situation. Vous voyez bien qu'après les choses se sont améliorées. À l'époque, les gens refusaient de faire les tests. Le conseil scientifique avait dit que ça servait à rien de faire les tests pour savoir si les gens étaient malades ou pas. Donc, on était dans une situation d'absence de gestion. Très bien, petit à petit, les choses se sont améliorées. Moi, j'ai eu au départ des discussions avec le ministre de la Santé pour lui dire il faut que vous fassiez au moins 100 000 tests par semaine. On arrivait à dépasser ça beaucoup plus. Et donc, on est passé, on n'en fait pas 100 000 par semaine assez rapidement, en réalité. Ensuite, avec les discussions qu'on a eues, à part sur le plan thérapeutique, je sais pas, quand l'État a pris les choses en main pour des choses qui étaient de la responsabilité de l'État, c'est-à-dire l'ouverture à la généralisation des tests, plutôt que de suivre le conseil scientifique qui avait dit on peut faire ça que à l'Institut Pasteur et à Lyon, où les gens n'avaient pas la dimension pour faire des centaines de milliers de tests. Enfin, c'est pas raisonnable. Voilà. Après, moi, j'ai eu l'occasion d'en discuter au président et le ministre a mis en place des séquences pour lesquelles nous étions. La France était ridicule, pas nous. Hein. Nous, on a continué à faire des séquences. Ça fait longtemps qu'on fait des séquences. Mais c'est arrivé à un point de ridicule parce que quand on décrivait ce qu'il y avait des séquences, les gens qui nous disaient que ça n'existe pas, y compris le virologue du conseil scientifique, ce qui est un peu difficile à avaler quand même. Si il ne regardait pas, nous les regardions quand même. Mais le président a compris quand il a comparé notre niveau de séquence par rapport à celui de l'Angleterre. Bon, très bien, il a fait un plan et là actuellement, eh bien, le nombre de séquences réalisées en France n'est pas du tout honteux, il est raisonnable. Et heureusement, parce que ça a permis aux uns et aux autres de comprendre, 4 mois après que j'ai décrit, et que personne ne comprenne ce que je disais, qu'il y avait des variants, et que ce que nous voyions, c'était pas une balle de ping-pong qui rebondissait, mais c'était des variants différents avec des épidémies différentes. C'est très bien, donc ça veut dire que... Et moi, j'adhérais moins au plan vaccinal parce que j'étais en attente. Maintenant, j'ai des positions qui sont plus claires parce que empiriquement, j'ai vu ce qui se passait. Mais la France n'a pas à avoir honte de la mise en place de sa stratégie vaccinale. La France est un des pays les plus vaccinés de tous. Donc, on voit bien que quand l'État s'occupe de choses qui sont de sa responsabilité, pas de soigner les malades au jour le jour, on sait la responsabilité des médecins. Mais de mettre en place des choses, mon Dieu, l'État le fait, après qu'il ait tort ou qu'il ait raison, c'est très compliqué parce qu'il y a des décisions à prendre au moment où il y a des incertitudes. Au moment où on commence à avoir un peu plus clair, il faut avoir l'honnêteté de faire comme Bill Gates, de dire, écoutez, bon, finalement, ça va, c'est pas ça. Donc, et retrouver les choses. Donc, ça, c'était un point, ça veut dire que ça doit, les choses qui ont été mises en place pour pouvoir lutter contre les épidémies doivent pouvoir être maintenues, même si on passe 4 ou 5 ans sans épidémie, de manière à pas avoir une gestion aussi aléatoire des épidémies. Donc il faut qu'il y ait des gens qui se spécialisent dans ce domaine. Là, les seuls qui ont été sélectionnés, c'est les gens qui travaillaient sur la thérapeutique du sida, qui est honnêtement, qui n'a pas fait de miracle depuis plus de 20 ans. Et donc c'est pas des gens qui ont l'habitude de faire face à des épidémies. Hein. Donc il faut garder cette expérience. Il faut avoir des gens probablement réfléchir au fait que les infectiologues doivent systématiquement aller faire des séjours dans les pays dans lesquels il y a encore des épidémies au cours de leur formation, plutôt que d'aller dans un laboratoire
X ou Y quand ils font leur mobilité, qui est obligatoire. Ce serait bien qu'on fasse comme quand nous, on était jeunes, on faisait notre service militaire, eh bien, on allait faire la coopération ou faire l'aide technique dans les pays dans lesquels il y avait encore des épidémies et beaucoup de maladies infectieuses, qui nous donnaient une expérience de ça. D'abord, on n'avait plus peur de la contagion, on savait la gérer. Et puis, deuxièmement, ça nous donnait une expérience. Donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion à faire en médecine, et en particulier en maladies infectieuses, sur la mobilité. Où doit-on faire sa mobilité? Est-ce que il faut aller la faire dans les endroits dans lesquels il y a des épidémies? Parce que c'est comme ça qu'on apprend la gestion de l'épidémie, qu'on apprend à gérer ses inquiétudes, qu'on apprend, ça s'apprend, ça. Hein. La première, c'est comme la guerre, c'est ce que l'on appelle le calme des vieilles troupes. Vous voyez, les gens qui ont déjà eu une bataille, une guerre, ils sont moins émus la deuxième fois, ils ont des réflexes. Ça s'apprend, ça. Et donc, il faut penser que, effectivement, je suis d'accord avec Bill Gates, encore là, c'est la journée de Bill Gates. Il est bien possible qu'il y ait d'autres épidémies parce que le vivant, c'est le vivant, il est plein d'imagination et il continuera à avoir de l'imagination. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que et comment on a eu de telles différences dans la mortalité? Il faut rappeler que dans les pays scandinaves, il n'y a pas eu du tout ce que nous avions eu en France, il n'y a même pas eu de baisse de l'espérance de vie. Il y a même des pays dans lesquels il y a eu une augmentation de l'espérance de vie pendant ces 2 dernières années. D'accord? Donc c'est pas une fatalité. D'accord? Il y a bien entendu les pays qui étaient en situation d'isolement aussi, un contrôle, et donc il n'y a pas eu de baisse de l'espérance de vie. Alors quels sont les éléments, et en Afrique bien sûr, pas du tout. Alors quels sont les éléments qui ont fait que il y a des pays qui ont été plus ou moins marqués? Le pays le plus marqué de tout, la plus grosse catastrophe du monde, c'est les États-Unis. Les États-Unis, c'est pas du tout par hasard, parce que si vous regardez les mêmes courbes, vous voyez que l'espérance de vie des États-Unis, depuis 10 ans, n'arrête pas de diminuer. D'accord? Leur espérance de vie, là, pour 2020-2021, c'est 77 ans. Vous ne vous rendez compte la différence par rapport à nous, c'est effrayant. Il y a plus de la moitié des pays de ce qu'on appelle à revenu moyen qui ont une espérance de vie supérieure. Cuba a une espérance de vie supérieure. Maghreb, ils ont une espérance de vie supérieure à celle des États-Unis. Il y a un truc. Hein. Alors, chacun y va de son interprétation. Les gens qui sont de gauche disent c'est parce que il n'y a pas d'accès aux soins, ce qui est une part de l'histoire. Les gens disent en réalité, il y a une corrélation. Et je vous conseille de regarder ce document qui est extrêmement bien fait avec des cartes de corrélation sur l'obésité. Il y a une corrélation absolue entre l'obésité et la mortalité. Donc les gens qui meurent, ce qu'on a vu en France, nous, en dehors des gens qui avaient des situations médicales antérieures très compliquées, avec des cancers évolutifs, c'est les gens qui sont âgés et les gens qui sont obèses. Et nous, en France, on avait de la chance, et donc on aurait dû faire partie des pays qui avaient la plus basse mortalité, parce qu'on a très peu d'obèses par rapport aux autres. Donc, en Espagne et à Londres, déjà, il y a beaucoup d'obèses, qui explique une partie de la surmortalité qu'il y a eu en Espagne. Moi, je ne savais pas ça, je regardais les chiffres, il y a beaucoup plus d'obèses en Espagne qu'en France. Mais le sommet du monde, en dehors des îles du Pacifique, c'est les États-Unis. Et donc, il y a ça. Deuxièmement, une partie de la mortalité est due au fait que les Américains ont été les premières victimes de leur industrie pharmaceutique grâce aux dérivés de l'opium et de la morphine. Et donc, il y a une surmortalité par usage de dérivés de l'opium, soit à titre récréatif, comme drogue, soit pour les douleurs banales, que ça explique déjà, vous voyez, la fin d'un mode de vie sur lequel on doit se poser des questions beaucoup plus profondes que sur le Covid. Ça ne fait qu'accélérer le déclin de l'espérance de vie des États-Unis d'une manière très significative. Donc il se passe là quelque chose qui est très significatif, et vous regarderez, vous verrez, il y a une corrélation. Alors, et bien entendu, quand vous regardez en Afrique subsaharienne, vous savez, il y a un pays qui a renvoyé les vaccins que l'OMS avait envoyés, on n'en a pas besoin, puis en plus, si on fait ça, la population va nous tuer parce qu'ils ont aucune confiance. Vous donnez des leçons alors que c'est vous qui avez le problème et que nous, on l'a pas, ce problème. C'est intelligent, d'ailleurs, comme manière de réfléchir. Alors, pourquoi il y a tellement peu de mortalité? Alors, bien sûr, il y a toujours des gens qui disent non, mais parce qu'ils savent pas déclarer, ou parce que ils mentent, ou c'est médisant, je ne veux pas en parler.
Mais si vous regardez les paramètres que je vous ai donnés, bien sûr, le degré d'obésité n'a strictement rien à voir en Afrique subsaharienne, bien qu'il y ait des endroits dans les villes dans lesquelles ça commence. Le pourcentage de la population qui a plus de 65 ans, bien sûr, est beaucoup plus faible, et en plus, ils mangent tous des antiparasitaires qui ont tous une activité plus ou moins importante sur le virus. Donc, tout ça fait que, effectivement, l'Afrique subsaharienne est la zone du monde qui est la moins touchée. C'est intéressant. D'ailleurs, ça veut dire que l'évolution n'est pas à sens unique, ce que j'ai passé mon temps à dire. D'accord ? Donc on verra, il n'y aura pas de baisse de l'espérance de vie dans les pays d'Afrique subsaharienne, alors qu'il y en a une qui est la plus spectaculaire dans le pays le plus riche du monde et qui investit le plus, qui met le plus d'argent dans la santé, c'est quand même les États-Unis. Alors, bien sûr, c'est pas réparti d'une manière égalitaire, mais enfin, les sommes qui sont investies aux États-Unis pour la santé, c'est absolument colossal. Donc, c'est un élément qui est extrêmement important. Et donc, de la même manière, les gens qui faisaient la santé publique se moquaient de moi quand je disais ça il y a 30 ans. J'avais fait un programme de santé publique, et je disais le premier problème santé publique, et j'ai continué à le répéter. On s'est beaucoup moqué de moi là-dessus, mais je ne change pas d'avis. Le premier problème de santé publique, si vous voulez gagner en espérance de vie, c'est les accidents de la route. Là maintenant, le premier problème au monde, et c'est ce que m'avait dit la directrice du CDC quand j'avais fait une mission pour la France sur le bioterrorisme et les maladies infectieuses. Elle m'avait gentiment reçu, parce que c'était une collègue que je connaissais par ailleurs. Elle m'a dit, vous savez, nous, notre problème, notre épidémie à nous, c'est l'obésité. Je parle d'une réunion que j'ai eue avec elle en 2003. Ouais. Et elle avait raison. Bien sûr, son problème, c'était l'obésité. Et donc, il y a une épidémie. On a un problème qui n'est pas géré, qui est l'obésité. Il n'y a pas de plan sérieux de lutte contre l'obésité. Il faut avoir un vrai plan, une vraie lutte contre l'obésité, parce que c'est l'obésité qui, actuellement, empêche un certain nombre de gens d'arriver à un âge décent pour mourir, soit de cancer, soit de maladies infectieuses, parce que ça entraîne des troubles immunitaires complexes, parce que ça empêche de respirer, on est obèse, ça diminue la capacité respiratoire, que donc si on a une détresse respiratoire, eh bien, on y survit moins. Donc ça, c'est une manière de réfléchir sur l'avenir. Détecter, traiter, y compris avec des médicaments qui rapportent pas d'argent. Et deuxièmement, diminuer la population à risque. Et la population à risque de notre civilisation, c'est l'obésité. Quel est le rôle des visons dans l'émergence de variants ? Alors, les visons, globalement, je répète, c'est une zone. C'est-à-dire qu'il y a une quantité d'animaux qui ont des coronavirus. Celui-là, moi j'ai tendance depuis le début à penser que, pour des raisons statistiques, il a commencé chez les chauves-souris, qui s'est répandu chez l'homme, mais qui infecte ce qu'on appelle les mustélidés, c'est-à-dire les petits carnivores, dont les visons, dont les blaireaux, dont les martres, voilà, les furets. Ce qui n'était pas une surprise, d'ailleurs, on servait du furet comme modèle expérimental. Donc, c'est que ça marchait très bien, ils s'infectaient très bien. Et donc, les visons ont comme particularité, pour développer une épidémie, il faut qu'il y ait beaucoup d'individus rassemblés sur un endroit avec de la contiguïté, voilà, être près les uns des autres. Alors, bien sûr, donc, c'est la raison pour laquelle il y a eu beaucoup plus de morts et de cas dans les villes que dans les campagnes. La transmissibilité se fait mieux dans les villes, dans les métros. Tout le monde peut comprendre ça, que si vous vous baladez, si vous êtes dans le Larzac, ça arrive moins souvent. On sait ça, c'est les villes. Voilà. Et donc c'est vrai pour les animaux. Donc les grandes populations de mammifères, c'est les chauves-souris naturelles, c'est les chauves-souris qui vivent dans des colonies monstrueuses, plusieurs millions d'animaux. Et puis c'est l'élevage intensif où vous pouvez mettre des millions, des centaines de millions, des centaines de milliers d'animaux dans un espace restreint. Alors la barrière entre les mammifères et nous est assez faible. C'est un peu plus compliqué quand c'est les oiseaux. Donc la transmission des oiseaux à l'homme, ça existe beaucoup, bien sûr. La grippe est une partie. Beaucoup de mutants grippaux se confectionnent chez les oiseaux avant de passer, souvent chez un mammifère, avant de venir chez nous. Et puis, il y a beaucoup de bactéries qui sont développées chez les bactéries banales, staphylocoque doré,
colibacilles, tout ça, ça donne des épidémies chez les poules, hein, en particulier dans les élevages intensifs, qui donnent ensuite des épidémies chez l'homme. Hein. Donc la résistance des staphylocoques dorés, c'est majoritairement chez les poules que ça, et les porcs que ça a commencé, même que les colibacilles, ce qui a entraîné des épidémies de bactéries résistantes à partir d'épidémies animales. Hein. Donc on a retrouvé ces épidémies chez l'homme. Donc les visons jouent un rôle important qui a été découvert, et donc maintenant les gens font là aussi avec un peu de délai beaucoup de séquences de visons, et on trouve les variants que nous on connaît chez l'homme, on les trouve chez les visons. Alors on ne sait pas qui a commencé. Est-ce que c'est l'homme qui l'a transmis au vison? Est-ce que c'est le vison qui l'a transmis à l'homme? Dans les épidémies secondaires, hein, je pense pas de l'épidémie initiale qui s'est passée en Chine. Encore, moi je pense, je reparlerai sur les réarrangements des virus, qu'elle s'est faite naturellement chez les chauves-souris au départ. Mais vous voyez là par exemple c'est le Marseille 2 qui est celui qui a donné en Europe l'énorme épidémie espagnole, Angleterre, d'une part du Nord. Vous voyez que ça a été trouvé en Lituanie, vous voyez, en Lettonie, pardon. Avec toutes ces séquences de visons sur Marseille 2. Le delta dont vous avez beaucoup entendu parler, qui est celui qui est arrivé d'Inde, le variant indien, vous voyez là les visons, eh bien c'est des visons polonais, vous voyez qu'il y a plein de visons polonais qui sont retrouvés avec des virus qui sont des dérivés du delta. Donc je pense que c'est secondaire, c'est-à-dire que les Polonais ont fait des deltas, et puis ils se sont retrouvés avec leur vision qui faisait des deltas aussi. Là, c'est pareil, c'est la Pologne, vous voyez. Vous voyez ici la Pologne avec ce variant ici, hein, qui est ici. Pour l'instant, on n'a pas de Omicron chez les visons. Là, vous voyez, c'est des visons, des séquences qu'on n'a pas encore trouvées chez l'homme. Ça, c'est un énorme élevage de visons en Espagne qui a été abattu. Je pensais, moi, géographiquement, que c'était lui qui était à l'origine du Marseille 2. C'est pas le cas. C'est un autre virus qui s'est répandu là. Il n'y a pas de cas chez l'homme. Ça veut dire qu'il existe des virus qui n'ont pas donné de cas chez l'homme, qui ont circulé à des niveaux considérables. Ça, c'est ceux des visons américains. Vous voyez, il y a plein de séquences de visons américains qui, pour l'instant, n'ont pas donné d'épidémie chez l'homme. On ne sait pas s'ils en donneront ou s'ils en donneront pas. Voilà, ça c'est toutes les séquences de visons américains. Puis alors, plus intéressant pour moi, parce que c'est une chose que je cherche depuis longtemps, et donc pour l'instant j'avais des données suffisamment importantes pour que j'en tire une conclusion hypothétique, c'était que l'énorme épidémie que nous avons eue en France, que moi j'ai appelée Marseille 4, qui s'est répandue en partie dans le reste de l'Europe, vous voyez, elle était associée avec des séquences de visons. Donc les visons ont été prélevés en novembre 2020. Il y a une séquence qui a été relarguée au printemps ou à la fin de l'hiver 2021, et les autres viennent d'être relargués. Donc il a fallu 1 an et demi pour faire les séquences de trucs qui ont été prélevés. Je ne sais pas si c'est de l'incompétence ou de la dissimulation, mais enfin quand même 1 an et demi pour relarguer les séquences d'une épidémie colossale chez les visons, ça fait un peu beaucoup quand on est dans un cadre épidémique. Donc vous voyez, on retrouve, nous, le Marseille 4, vous voyez, au milieu des visons, là. Et alors là, plus précisément, vous voyez, c'est les séquences de visons que vous voyez en bleu au milieu du variant Marseille 4. Et vous voyez qu'il y a un mélange, là, entre les virus des visons et les virus humains, qui sont des virus humains prélevés après l'apparition de l'épidémie des visons, hein, puisque l'épidémie des visons a été établie définitivement en novembre. Nous on pense qu'elle avait commencé là, vous voyez, et on pense qu'en réalité l'épidémie de Marseille 4 est venue des visons, parce que vous voyez ici c'est les visons qui sont en bleu, et vous voyez qu'ils sont à la racine de l'épidémie. Donc c'est bien, de notre point de vue, les visons qui ont donné cette épidémie-là, et vous voyez bien que vous ne pouviez pas prévenir cette épidémie avec la vaccination des humains, parce que c'est pas là que ça se passait. Non, ça se passait chez les visons. Donc c'est une zoonose qui donne des épidémies chez les animaux, et donc il faut surveiller les animaux. Il faut, nous on a commencé là relativement tard, c'est-à-dire que l'OMS
dès mai 2020, disait, écoutez, en Hollande, il y a des cas secondaires à partir de cas chez les visons, qui sont transmissibles à l'intérieur de la maison. Donc il faut avoir une veille particulière, mais vous voyez que notre veille, déjà, nous, entre la destruction de l'élevage de visons et le relargage des séquences, il a fallu un an et demi, donc c'est de la veille progressive. Voilà. Et comment se constituent ces virus? Pourquoi est-ce que ce virus a émergé? Alors, je sais pas, bien sûr. Mais il faut que vous sachiez, les virus n'arrêtent pas, passent leur temps à se recombiner, changer les gènes. Donc, un élément, nous, on a l'impression qu'il y a 2 des variants qui sont recombinés chez un malade et qui ont donné naissance à un nouveau variant. On verra. On est en train de travailler sur ce phénomène, de confirmer qu'il est vrai et que ce soit pas une erreur, qu'on ait toutes les données en main. J'ai quelqu'un qui a eu successivement un virus et puis l'autre parce qu'il était immunodéprimé. Et puis, il y a quelque chose qui est très intéressant, qui est que les gens avaient trouvé chez la plupart des coronavirus qu'on trouve chez les animaux, les oiseaux, les chiens, les chats, les poules, les faisans, qu'il y avait une séquence ajoutée dans le génome, à la fin du génome, et que cette séquence, elle est exactement identique à une séquence qu'on voit chez les insectes. D'accord? Et donc, les coronavirus ont pris chez les insectes un morceau de séquence qui apparemment leur a permis de donner des épidémies chez plusieurs groupes d'animaux. D'accord? Donc ce phénomène est assez intéressant. Et est-ce que ça existe dans le SARS-CoV-2? Oui, ça existe. C'est un élément qui est connu. Donc c'était connu chez les autres coronavirus. Ça existe aussi chez celui-là. Mais, et donc il est possible que ça participe à l'épidémie, vous voyez, de coronavirus. Alors, ça pourrait être un candidat intéressant pour un vaccin vivant, vous voyez, parce que, ou pour un virus atténué, parce que les quelques cas que l'on a eus où le corona, dans les séquences, avait perdu cette séquence, était associé à un variant dont l'épidémie a très rapidement avorté, a disparu. Au moment où ils ont perdu ça, ils avaient ça au début, puis ils n'ont plus eu. Et ça s'est pas multiplié au-delà de ça. Est-ce que ça veut dire que cet élément-là est indispensable à l'épidémie? C'est une vraie question, c'est une question scientifique, là encore. Moi, je fais pas de la science-fiction, hein. Je fais de la science réelle. Et donc, il y a que les résultats réels qui m'intéressent. Donc, mais en tout cas, il y a un phénomène qui vous explique que ces virus ont des capacités de recomposition importantes entre virus, puis avec leur hôte, parce que comment ils ont piqué ça chez les insectes, c'est quand même étrange. Ouais. Ça veut dire qu'il peut y avoir des échanges entre les hôtes et les virus, bien sûr. Et puis il peut y avoir des échanges entre les virus entre eux, quand ils sont dans la même cellule, vous voyez. Et donc, tout ça, l'évolution, encore une fois, elle n'est pas linéaire. Elle est le fruit de mélange, de métissage de vivants qui aboutit à des nouvelles formes, à des chimères. Ces chimères, parfois, dans cet immense tâtonnement des virus, de milliards de virus qui se multiplient dans le monde, eh bien entendu, il peut toujours en apparaître un qui a des spécificités, soit d'autres, c'est-à-dire qui va se spécialiser dans tel ou tel mammifère ou dans tel ou tel oiseau, soit des capacités de transmissibilité extraordinaires. Ce qui a été l'histoire de toutes les épidémies, aussi bien bactériennes que virales, c'est qu'à un moment, il y a ce que nous on appelle un clone, c'est quelque chose qui émerge, soit par mutation, soit par acquisition de gènes, soit par perte de gènes, et qui devient épidémique et qui petit à petit s'atténue et disparaît, parce que quand il disparaît pas, ça veut dire que toute la population a disparu.